Le jour de mon mariage, aucun membre de ma famille n'était présent. Pas même mon père qui avait promis de m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Ils étaient tous allés à la baby shower de ma sœur. Le lendemain, j'ai publié une photo sur Instagram. Moins d'une heure après cette simple publication, j'ai reçu 47 appels et SMS manqués de leur part. Qu'est-ce qui a bien pu les déstabiliser si soudainement? Regardez la vidéo pour le savoir. Ils pensaient choisir le camp gagnant d'une rivalité familiale qu'ils avaient inventée, mais ils ont oublié que le jeu était truqué dès le départ. Mais pas comme ils le pensaient. Je m'appelle Nina et, toute ma vie, j'ai été la doublure du spectacle solo de ma sœur Iris. Notre famille fonctionne moins comme une unité soudée que comme un fonds spéculatif mal géré, avec ma mère, Béatrice, PDG frénétique, et Iris, seul actif à haut risque. Iris a tout fait comme il faut, conformément aux règles tacites de notre clan. Elle a épousé un homme nommé Grégory, dont le nom de famille, Davenport, exhalait le léger parfum de renoncement à la fortune, même si la réalité était plus proche des hypothèques. Il vivait dans une maison où les haies étaient sculptées en spirale anxieuse et où les conversations étaient tout aussi rigoureusement contrôlées. Sa vie était une mise en scène minutieuse, et ma famille était le soutien financier, perpétuellement applaudissant et espérant un retour sur investissement émotionnel. Moi, en revanche, j'étais l'entreprise privée qu'ils ne comprenaient jamais. J'ai choisi une autre voie. J'ai choisi Daniel. Daniel n'a pas de nom de famille qui lui donne droit à des heures de thé préférentielles. Ses mains sont tachées d'encre et de graphite. Des mains qui donnent vie au monde. C'est un dessinateur de bande dessinée, un conteur qui travaille dans un petit atelier ensoleillé à l'arrière de notre cottage de location, un espace qui sent le papier et le possible. Pour moi, ce parfum est celui de la création. Pour ma famille, c'était l'odeur de l'instabilité financière. Il voyait dans son jean usé et sa concentration intense et silencieuse, non pas l'uniforme d'un artiste dévoué, mais les signes révélateurs d'une allergie à une vraie carrière. Il ne pouvait concevoir une vie qui ne soit pas rythmée par les promotions et la valeur de l'immobilier. Quand j'ai annoncé nos fiançailles, la réaction a été moins une célébration joyeuse qu'un soupir collectif et mélancolique. Ma mère, Béatrice, arborait son air de déception douloureuse, si caractéristique, perfectionné au fil des années de mes petites rébellions. Nena, ma chère, se lamentait-elle. C'est merveilleux que tu aies trouvé quelqu'un qui partage tes penchants créatifs, mais on ne peut pas encadrer ces penchants et les accrocher au mur d'une maison qu'on ne peut pas se permettre. Ma sœur Iris était plus directe. Sa sympathie était aussi fragile qu'une vitre en verre. Je m'inquiète juste pour toi, disait-elle en inspectant sa manucure impeccable. Le monde est difficile sans fondation solide. Sa fondation était un fonds fiduciaire que mon père remplissait avec la prévisibilité d'une marée chaque fois que la dernière opportunité d'investissement de Grégory se révélait être un gouffre financier. Le coup de force ultime résidait dans la planification. Iris, avec une démonstration théâtrale de regret qu'elle avait dû répéter pendant des semaines, annonça sa fête de révélation de sexe élaborée pour le samedi même de mon mariage. C'était un coup de maître tactique de guerre sociale, une épreuve de loyauté présentée comme une malheureuse coïncidence. Et la famille, avec la prévisibilité de l'émigne à laquelle je m'attendais, choisit. Ils préférèrent la promesse d'un héritier Davenport et le spectacle d'un canon tirant de la poudre colorée aux vœux discrets et solennels d'une fille qu'ils avaient depuis longtemps considérée comme une cause perdue. Mon père, Jeffrey, l'homme qui m'a appris à lire, m'avait promis d'être là. Je serai là pour t'accompagner jusqu'à l'hôtel, ma fille, avait-il dit, ses yeux croisant les miens avec ce que j'ai pris pour de la sincérité. Je vais devoir m'éclipser de la fête pendant 1 heure environ. Il n'est jamais venu. Le jour du mariage, mon téléphone est devenu un monument à leur indifférence unie. J'étais assise dans la petite antichambre de la charmante chapelle recouverte de lierre que nous avions réservée. Une future mariée, observant les aiguilles de l'horloge s'approcher de l'heure. Un à un, les textos arrivaient, chacun une petite pointe d'abandon poli et parfaitement ciselée. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Iris se sent un peu dépassée et a besoin de moi, de ma mère. Les parents de Grégory nous ont coincés. Impossible d'échapper à ma tante et à mon père. Le coup de grâce. C'est vraiment la fête ici. Je suis vraiment désolée. Le moment de ta sœur est très important pour nous tous. Chaque message était une infime synthèse de mon rôle dans la famille. Une pensée après coup, une préoccupation secondaire, une obligation à regretter. Il ne se contentait pas de rater mon mariage. Il confirmait publiquement mon inutilité. La cérémonie était prévue à 16 heures. À 10 minutes de, je contemplais mon reflet,
Une mariée sans personne pour la présenter. C'est alors que Monsieur Davis m'a trouvé. C'était notre propriétaire, un diplomate à la retraite qui habitait la maison principale en face du cottage que Daniel et moi louions. Il était venu à la chapelle présenter ses vœux et déposer un cadeau. Il m'a trouvé non pas en larmes, mais dans un état de calme glacial. Mon téléphone, face visible, posé sur la petite table à côté de moi. Il affichait une liste accablante de supplications restées sans réponse à ma mère, mon père et Iris. Il a vu l'écran, son regard s'est penché sur la litanie de la trahison de ma famille. C'était un homme habitué à observer sans commenter, son regard bienveillant et intelligent ne perdant rien. Il a regardé ma robe, ma silhouette solitaire, puis son propre costume impeccablement coupé. Non, dit-il d'une voix empreinte d'une autorité douce qui ne souffrait aucune objection. Ce serait un immense honneur pour moi, si vous me le permettez, de vous accompagner. J'ai donc été conduit jusqu'à l'hôtel, non pas par le père qui m'avait abandonné, mais par le digne gentleman qui encaissait notre loyer. Le mariage fut intime, mais empreint d'une chaleur palpable. Notre petit cercle d'amis célébra avec un enthousiasme qui combla le vide laissé par ma famille. Le regard de Daniel, plein d'un amour sans appel, était tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Après la cérémonie, alors que nous discutions avec nos invités, Monsieur Davis s'approcha de nous. « J'ai entendu par hasard qu'une lune de miel n'était pas prévue dans l'immédiat, » dit-il d'un air interrogateur. Nous avions bien sûr privilégié la location du nouveau studio plus grand de Daniel plutôt que des vacances. C'est une situation à laquelle il faut remédier, dit-il d'un hochement de tête décisif. Il sortit son téléphone et passa un bref appel. Jonathan, dit-il d'un ton familier et détendu. Dave est là. Je vous appelle au sujet du jeune artiste que je vous ai présenté, celui qui a conçu l'adaptation en roman graphique des journaux intimes de votre grand-père. Eh bien, il vient de se marier. Oui. Une fille adorable, merveilleuse, mes plus sincères remerciements. Il raccrocha et se tourna vers nous, une lueur dans les yeux. Un vieil ami à moi, Jonathan Parish, possède un navire privé. Il insiste pour que vous l'utilisiez pendant la prochaine quinzaine, comme cadeau de mariage personnel. Son équipage est prêt à intervenir. Jonathan Parish. Ce nom résonnait. Un philanthrope et historien réputé pour son esprit privé. Daniel avait accepté un projet passionnant pour lui, raconter visuellement l'histoire des expéditions des ancêtres de Parish, un travail qu'il avait réalisé pour une somme modique, car l'histoire le captivait. Il avait traité l'histoire familiale du magnate reclus avec le même respect qu'il accordait à ses propres personnages. Et maintenant, ce respect était récompensé d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Le lendemain, Daniel et moi étions sur le pont d'un voilier si élégant qu'il semblait sculpté par la lune, une flûte de champagne à la main, regardant le littoral se fondre en une ligne bleue brumeuse. J'ai sorti mon téléphone, immortalisé l'instant et publié une photo de Daniel et moi, les mains jointes, dans le bleu insondable des profondeurs de l'océan qui s'étendait derrière nous. La légende était une simple déclaration. L'aventure commence. Ce message avait été envoyé non pas comme un acte de vengeance, mais comme une déclaration d'indépendance. Mon ancienne vie était un rôle secondaire. Ma nouvelle vie était le rôle principal. 15 minutes plus tard, l'écran de mon téléphone s'est transformé en un dédale d'appels et de messages désespérés. Je les ai tous coupés. Au final, il y avait 417 appels et SMS manqués. Le premier appel auquel j'ai répondu est arrivé 3 jours après le début de notre voyage. Après que le déluge de notifications soit devenu une plaisanterie récurrente entre Daniel et moi, ce fut celui de ma mère, Béatrice. J'ai laissé sonner le téléphone jusqu'au dernier moment, une petite reprise de contrôle après une vie d'acquiescement. Après avoir décroché, je suis resté silencieux, laissant le vaste espace vide de l'océan remplir la connexion. Nina, c'est toi? Nina, pour l'amour du ciel, où es-tu? Nous étions fous d'inquiétude. La performance était si époustouflante de malhonnêteté qu'elle en était presque admirable. Ils n'étaient pas inquiets. Ils étaient perplexes. Ils étaient indignés. Ils étaient confrontés à un récit qu'ils ne pouvaient contrôler, et cela les rendait fous. Je suis en lune de miel, maman, ai-je dit d'une voix aussi calme et posée que l'horizon. J'entendais Iris en arrière-plan, sa voix un sifflement aigu et impatient. Demande-lui où elle a eu ce bateau. Demande-lui qui le paie. Le ton de ma mère est passé instantanément d'une inquiétude artificielle à un contre-interrogatoire appuyé. Une lune de miel sur un navire de cette envergure. Ta sœur a vu les photos. Nous sommes tous perplexes.
La famille de Daniel disposait-elle de ressources que vous aviez oublié de mentionner? Il aurait été utile de le savoir. La voilà. Leur quête frénétique d'une explication logique qui empêcherait leur univers si bien construit de voler en éclats. Ils avaient besoin que Daniel soit un héritier secret, un enfant de fortune jouant à la bohème, car l'alternative d'une erreur de jugement colossale fondée sur leurs propres critères superficiels représentait une menace existentielle. Ils devaient être les victimes de mon secret, et non les auteurs de leur propre exclusion. C'était le moment crucial, la fin de conversation que j'avais préparée sans le savoir toute ma vie. J'ai pris une longue gorgée de mon verre, regardant un pot de dauphin filer gracieusement à travers les vagues. Non, mère, dis-je, laissant le simple déni s'amplifier dans le silence. Daniel n'a pas de fortune cachée. Il a quelque chose de bien plus précieux, quelque chose pour lequel votre monde n'a pas de colonne dans son grand livre, du talent et une réputation d'excellence. Et ces qualités, il s'avère, sont une monnaie d'échange auprès des personnes qui comptent. Le silence, à l'autre bout du fil, était si profond que j'entendais presque les rouages de son esprit se bloquer. J'ai continué d'une voix délibérément légère et conversationnelle. Le yacht appartient à un homme nommé Jonathan Parrish. C'est l'un des clients de Daniel. Il a été si touché par la façon dont Daniel a fait revivre l'histoire de sa famille qu'il a offert ce voyage en cadeau de mariage personnel. Tout a été arrangé par Monsieur Davis. Le son émis par ma mère était un léger sifflement étranglé, comme un ballon qui se dégonfle lentement. Monsieur Davis, le propriétaire, cet homme calme et poli qu'ils avaient écarté comme un élément fonctionnel du décor, comme un lampadaire ou une boîte aux lettres. L'idée que cet homme, cette figure marginale de ma vie supposément modeste, puisse nonchalamment s'attirer les faveurs d'un homme comme Parrish était une révélation bouleversante. Cela violait les lois fondamentales de leur physique sociale. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de respect. Un concept qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre. Monsieur Davis, répéta-t-elle, son nom sonnant comme un mot d'une langue étrangère qu'elle peinait à prononcer. L'homme à qui appartient votre cottage? Le même, confirmai-je. L'homme qui est intervenu avec grâce pour m'accompagner jusqu'à l'hôtel alors que mon père était occupé avec un canon rempli de poudre colorée. C'est remarquable, n'est-ce pas? Quand on traite systématiquement les gens avec décence et respect, quelle que soit leur valeur nette perçue, ils ont tendance à s'en souvenir. Papa et toi devriez essayer un jour. J'entendais Iris en arrière-plan. Sa voix n'était plus un sifflement, mais un cri d'indignation. C'est ridicule. C'est un piège. Elle a tout planifié. Elle a fait exprès pour nous faire passer pour des imbéciles. Elle a fait ça pour nous humilier. J'ai souri, d'un sourire sincère. Je dois y aller, maman. L'équipage vient d'apercevoir une baleine en migration, et je ne veux pas la rater. Amitié à la famille. J'ai raccroché avant que les grésillements ne commencent. Coupant le fil d'un trait net et satisfaisant, je me suis tourné vers Daniel, qui dessinait l'ombre lointaine de la baleine dans son carnet, concentré à l'extrême. Pendant des années, ma famille m'avait fait passer pour une excuse. Ils avaient évalué mon mari à l'encre sur ses doigts, sans jamais prendre la peine de lire les histoires magnifiques qu'il racontait. Ils voyaient un homme discret dans un simple studio et pensaient que son monde était tout aussi petit. Ils n'imaginaient pas que ce même homme discret était tenu en haute estime par des gens dont le monde était si vaste qu'ils avaient transformé la banlieue impeccable de ma famille en un terrarium. Les 417 appels manqués étaient les vestiges de leur propre folie spectaculaire. Chaque notification était le fantôme numérique d'une connexion qu'ils avaient choisi de rompre, d'une célébration qu'ils avaient snobée, pour finalement découvrir que c'était la seule qui comptait. Ils n'avaient pas simplement manqué un mariage. Ils avaient fondamentalement mal interprété ma vie. Debout là, la brise marine dans les cheveux, j'ai compris la vérité la plus profonde. En me rejetant, ils ne m'avaient pas diminué. Ils m'avaient, par inadvertance, libéré sur un océan plus vaste qu'ils n'auraient jamais pu imaginer.